Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'or, consacrée évidemment aux métaux précieux. Alors, pour démarrer cette édition, je souhaitais revenir sur une information publiée dans un article du Revenu concernant les utilisateurs de l'or, à quoi sert l'or, quelles sont les grandes catégories d'acteurs qui utilisent et dépensent leur argent pour l'acquisition du métal jaune, l'or. Alors en fait, pas vraiment de surprise, si ce n'est sans doute pour certains parmi vous dans les pourcentages et dans la répartition. Alors c'est globalement, l'or, on peut résumer ça à 4 grands acteurs. Alors le premier acteur majeur, c'est le cœur de la demande. 50%, c'est pour les bijoutiers. Donc l'or, c'est avant tout utilisé pour la bijouterie. La moitié de la production mondiale et de la demande mondiale d'or, c'est de la bijouterie. La deuxième composante majeure en termes de demande, c'est l'investissement avec 30%. Alors quand on parle de l'investissement, on parle de l'investissement aussi bien des entreprises que des personnes physiques. On ne parle pas des banques centrales, puisque les banques centrales arrivent justement en troisième position avec 12%. Donc aujourd'hui, et c'est un phénomène qui est très récent depuis 2009, où jusqu'en 2009, les banques centrales étaient structurellement vendeuses, elles sont depuis 2009 devenues structurellement acheteuses. Et aujourd'hui, les banques centrales du monde entier représentent 12% de la demande d'or. Et enfin, en dernière position, pour un montant relativement anecdotique, c'est-à-dire 8%, nous allons retrouver l'industrie. Et donc l'or dans l'industrie ne représente plus que 8% de la demande, donc on voit bien que ça commence à devenir techniquement marginal. Voilà pour cette information du revenu sur laquelle vous pourrez revenir en regardant cette vidéo, puisque normalement nous devrions réussir à incruster dans la vidéo ces images en gros plan. Autre information sur laquelle je souhaitais m'arrêter et consacrer un petit peu de temps aujourd'hui, parce que nombreux ont été ceux qui ont posé des questions concernant l'utilité des lingots ou des lingotins. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément intuitif. Regardez sur cette première image où vous voyez un lingotin, qui est un lingotin de 50 grammes, mais ça va de 1 gramme à 50 grammes, et vous verrez par la suite l'autre image, c'est une combi-barre comme une plaque de chocolat, sur laquelle vous avez des 50 fractions d'un gramme, et puis ça se casse, hein, vraiment comme une plaquette de chocolat, comme des petits carrés de chocolat. Je me ferais bien un petit carré de chocolat, non, moi un petit carré d'or. Donc voilà, ça ce sont des choses que l'on peut faire maintenant grâce au combi-bar, mais revenons à ce lingotin de 50 grammes. Il va avoir un intérêt majeur, c'est que vous voyez qu'il est sous blister, il est avec sa propre carte, qui est ce qu'on appelle un certificat d'essayeur. Il a un numéro de série qui va être gravé sur le lingotin en lui-même, et ce numéro de série gravé sur le lingotin va être repris sur le certificat d'essayeur. Alors, tout ça, c'est très important parce que ça permet une traçabilité bien plus importante de manière native, hein, c'est-à-dire que vous achetez un lingotin, il est packagé directement à l'usine par les fondeurs suisses, en l'occurrence ici c'est un lingotin Valcambi, il est directement packagé de cette manière-là, donc vous l'achetez comme ça. Et donc vous avez forcément une facture, vous avez le certificat d'essayeur qui est en fait la carte dans laquelle le lingotin est lui-même emprisonné. Et donc toutes les informations qui y sont reprises vont évidemment faire l'objet de la traçabilité, être reprises sur votre facture. Donc c'est beaucoup plus simple de tracer un lingotin qu'une pièce, puisque la pièce, ça va nécessiter bien évidemment un processus manuel. On prend votre Napoléon, on prend votre Krugerrand, on va le mettre dans une pochette, on va la sceller, on va mettre un numéro, on va attribuer un numéro, on va rentrer ça en informatique ou ce genre de choses. Bref, c'est plus technique et c'est plus complexe d'assurer la traçabilité sur une pièce, et donc beaucoup plus coûteux à l'arrivée que sur un lingotin dans lequel on peut intégrer cela dès le process de fabrication. Ensuite, ça va permettre également d'assurer une traçabilité qui va autoriser une meilleure gestion, une meilleure protection vis-à-vis
des faux lingotins. Donc ça aussi, c'est une petite mesure complémentaire qui peut être l'un des intérêts des lingotins. Alors après, bien, un lingotin, ça a des inconvénients, c'est que d'abord, c'est rarement, sauf à part la combi-barre que vous pourrez voir, et c'est rarement fractionnable. C'est également rarement, il n'y a pas de notion de rareté, d'un point de vue numismatique, ce que l'on peut trouver évidemment sur des pièces. Et puis finalement, c'est un produit qui est très brut, donc c'est un produit qui techniquement est aussi beaucoup moins beau, voilà, et qui n'est pas forcément intuitivement utilisé comme outil d'échange. On se dit rarement, tiens, je vais te payer sous forme de lingotin. On aurait plus tendance à dire je vais te payer sous forme de pièces d'or. Mais bon, tout ça reste ma foi très théorique, puisque le paiement sous forme d'or physique, pour le moment, c'est pas quelque chose qui a vraiment cours depuis l'abandon de l'or comme cours légal et comme monnaie réellement d'usage. Donc le lingotin, encore une fois, on va l'utiliser, c'est important de retenir ça, on va l'utiliser pour sa traçabilité, la traçabilité qu'il permet. Effectivement, une protection a priori un petit peu meilleure concernant les éventuels faux qu'il pourrait y avoir, tout en sachant que les faux sur les pièces se détectent extrêmement bien à partir du moment où c'est fait par des professionnels. Et un jour, je vous sortirai mes machines à ultrasons pour faire les échographies des pièces, et puis je vous le ferai partager je vous ferai partager une séance d'expertise lors d'un prochain JT. Et puis sinon, toujours cette combi-barre qui est ma foi assez sympathique, et puis je vous dis le côté plaque de chocolat est assez rigolo. Passons au reste de l'actualité, toujours à ces tensions géopolitiques qui semblent se calmer tout en souhaitant se raviver, et c'est un petit peu la drôle de guerre. Donc toujours les mêmes points chauds dans le monde, évidemment l'Ukraine, évidemment la Corée du Nord, évidemment les relations franco-russes, et évidemment la Syrie, avec la France qui a sorti un rapport secret de ses services secrets, mais qu'on a publié sur le site internet du ministère des Affaires étrangères, en démontrant et en apportant les preuves que l'armée syrienne était à la manœuvre pour la dernière attaque, qui a utilisé des gaz chimiques et du sarin. Donc on voit bien qu'il y a toujours une très forte tension une très forte crispation des grandes puissances autour de ce nœud gordien syrien. Et puis, tout ça, ça a des impacts très forts sur les relations, on va dire, occidentaux-russes, avec les Russes qui, sur leur site de l'agence Sputnik, disent qu'ils s'attendent à des frappes nucléaires, carrément, rien que ça, de la part des forces de l'OTAN, pour la simple et bonne raison, c'est que Theresa May a déclaré cette semaine que faire une frappe préventive contre la Russie, ça ne la dérangeait pas fondamentalement. Ambiance au niveau donc des chancelleries du monde entier. On voit bien que c'est toujours très tendu, et encore une fois, surveiller beaucoup ces tensions géopolitiques, parce qu'elles conditionnent et elles ont un impact très important, évidemment, sur les cours de l'or, à la hausse comme à la baisse. Et on va conclure cette édition du JT de l'or justement sur notre petit graphique traditionnel de l'évolution des cours. Et on voit bien que nous avons eu ces derniers jours plutôt un tassement des cours de l'or, et finalement c'est assez logique. Ce tassement des cours de l'or correspond à un tassement des tensions géopolitiques. On parle un peu moins de la Corée, on parle un peu moins de la Syrie, c'est un peu moins exacerbé. Et donc, malgré toutes les tensions qui sont sous-jacentes, on a plutôt un moment de calme et de répit. Et ce moment de calme et de répit entraîne les cours de l'or vers la partie basse de leur canal ascendant. Vous voyez que c'est en train de se rapprocher de la résistance et du support bas de ce canal qui est ascendant. Ça nous amène à peu près, a priori, pas en dessous des 1250 $ l'once, avant qu'on touche ce bas de canal et donc cette résistance, et qu'a priori on reparte plutôt à la hausse. Alors surveillez, parce qu'il se peut que la semaine prochaine, lors de notre prochaine édition du JT de l'or, on ait rebondi sur cette partie basse du canal,
pour repartir à la hausse. Et c'est sur ce graphique que je vais vous quitter et vous souhaiter un excellent week-end prolongé et évidemment une très bonne semaine. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.